est là aujourd'hui pour célébrer 2 années de rêve de senior. 2 années, vous allez voir, qui ont été bien remplies. Rêve de senior, c'est une opération qui a été créée, lancée par Silver Alliance. Et Silver Alliance, c'est aussi une belle idée. C'est une alliance d'entreprises qui ont pour objectif de concourir au bien vivre à domicile, au bien vieillir à domicile, permettre aux seniors de vivre le plus longtemps possible en harmonie chez eux. Et donc cette entreprise propose le meilleur des solutions, des services, des produits qui peuvent concourir à ce bien vivre à domicile. Au-delà de cela, l'opération Rêve de senior a pour but et ça c'était même l'idée fondatrice, de vraiment contribuer à changer le regard de la société sur l'âge, sur le grand âge, sur les aînés, les seniors, pour apporter une vision plus positive et montrer qu'on a des projets, on a des envies, on a une vie et on s'éclate à peu près à tout âge. Voilà, on va entrer dans le vif du sujet. Je vous propose qu'on revienne en images sur 2 années de Rêve de senior en quelques minutes. La belle histoire de Rêve de senior commence dès la création de la Silver Alliance. Déjà à l'époque, nous sommes résolus à faire changer le regard sur les personnes âgées, à lutter contre cette tendance qu'a la société à ne parler que de leurs problèmes ou de leurs limites. Ce que nous voulons, c'est considérer les personnes âgées comme des êtres doués de passion, d'envie et de rêve. Nous partons donc à la rencontre de seniors à l'occasion d'un salon en Bretagne et nous en profitons pour leur poser à tous la même question. Quel est votre plus grand rêve ? Triste constat. Les seniors que nous rencontrons ne s'autorisent plus à rêver. Trop vieux, trop rangés, trop fatigués. Tous considèrent que c'est avant tout aux jeunes de rêver. Face à leur résignation, nous décidons de persévérer dans notre action pour leur donner l'envie d'avoir envie. C'est là que germe dans nos esprits l'idée d'une opération nationale entièrement dédiée aux seniors qui les aiderait à oser. Oser s'écouter. Oser sauter en parachute pour la première fois, oser grimper au sommet d'une grue de chantier, oser monter sur scène pour faire de l'improvisation théâtrale. Quelques mois plus tard, nous réalisons un premier rêve. Celui de Jean-Pierre, astronome amateur depuis sa plus tendre enfance, qui a la chance de rencontrer Thomas Pesquet, le plus célèbre des astronautes français. Cette rencontre marque ainsi le début d'une longue série de rêves qui vont devenir réalité. Benjamin Zimmer, tu es directeur général de Silver Alliance, l'un des fondateurs et l'un des porte-parole de Rêve de senior. Au sein de Rêve de senior, vous parlez beaucoup de l'agisme. De quoi s'agit-il et pourquoi on est tous concernés ? C'est très simple, c'est en fait toutes les discriminations ou les stéréotypes qu'on porte à cause de l'âge. Alors il y en a plein. Exemple très concret, vous allez dire, sans le savoir, mais vous faites de l'agisme en disant, en voulant donner par exemple votre place à quelqu'un, allez-y, asseyez-vous ma petite dame, ou c'est dommage, mais je vois que tu as un peu de cheveux gris, c'est trop tard pour toi pour jouer au foot, ou pour réaliser une performance. Et il y en a plein des comme ça, et vous en prenez tous les jours sans le savoir dans la figure, et ça fait qu'à un moment donné, ça se conditionne en vous, et que ça devient presque normal, et ça devient normal, en fait, d'être à la retraite, en retrait de la société. Et c'est des choses que nous, on combat fortement, parce que moi, j'en connais un paquet de gens de 25 ans qui sont très vieux dans leur tête, et puis d'autres qui ont 100 ans et qui sont très jeunes, ou en tout cas qui ont des idées très modernes qui germent dans leur tête. Donc on s'est dit que l'âge le rêve n'a pas d'âge, il n'a pas de culture, il n'a pas d'ethnie, il est pour tout le monde. Et donc, a priori, quand vous couchez tous les jours, généralement, vous faites des rêves. Et quand on fait des rêves, on se projette, on est debout, on avance, et généralement, on vit mieux les choses. Très heureux des 2 années qui viennent de s'écouler. Oui, pour la simple et bonne raison, c'est qu'on l'a réalisé dans des conditions extrêmes, c'est-à-dire Covid, tout fermé. Alors, les seniors, pointez du doigt, restez chez vous. Donc, en fait, tout pour finalement ne jamais faire rêve de senior. Et ça, il en faut pas plus pour me convaincre que justement, puisque vous voulez pas qu'on le fasse, on va le faire quand même. Et je voudrais juste quand même ajouter quelque chose. C'est pas mon projet, c'est pas le projet de Silver Alliance, c'est le projet de toute l'Alliance, de tous les alliés qui sont dans Silver Alliance. C'est le projet des partenaires financiers qui nous accompagnent depuis le début. Et je pense notamment à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, je pense à Préfonds maintenant.
Et puis s'il y en a d'autres aujourd'hui qui viennent nous rejoindre, parce qu'on aura toujours besoin de moyens financiers pour pouvoir aller encore plus loin. Et c'est important aussi de les citer, c'est parce que je pense aussi que les rêves par rapport à leur public, par rapport aux bénéficiaires, c'est quelque chose qui est très important à véhiculer pour que les gens se sentent... tout le monde sait qu'on vieillit, il n'y a pas besoin de rappeler le poids des âges, on le sait. Par contre, ce qu'on sait moins, c'est qu'on peut être accompagné encore à se réaliser soi-même. Merci Benjamin. Merci. Donc, vous l'avez compris, on va parler de ces rêves de seniors, on va les découvrir, on va entrer dans le vif du sujet. On va vous rappeler tous ces rêves, mais on va focaliser notre attention sur 3 rêves en particulier et 3 rêveuses et rêveurs. Et on va démarrer tout de suite par Anne, une Parisienne qui, vous allez voir, qui a vraiment une propension à aller haut, très haut, toujours plus haut. Souvenez-vous, Anne, qui vit à Paris, nous avait écrit durant l'été 2020 pour nous faire part de son souhait de monter au sommet d'une grue. Un rêve a priori irréalisable puisque les chantiers sont interdits au public, mais c'était sans compter sur notre détermination. Anne n'a pas eu à faire le pied de grue très longtemps, puisque Bouygues Bâtiment Île-de-France nous a rejoints avec enthousiasme dans cette aventure. Le 16 décembre, le rêve d'Anne devient réalité. Un joli cadeau de Noël arrivé un peu en avance sous le sapin. Ce jour-là, nous lui donnons rendez-vous sur le chantier de l'île aux Fultons. Anne est accueillie par Chérif, grutier depuis 25 ans. C'est aux côtés de ce compagnon du mine orange qu'elle réalise son ascension au-dessus des toits de Paris. À 58 mètres du sol, sujet au vertige, s'abstenir. Après avoir pris l'ascenseur, le duo emprunte une échelle pour parcourir les derniers mètres qui les séparent de la cabine. Un moment impressionnant puisqu'à cette altitude, la grue se déplace légèrement sous l'effet du vent. Là-haut, pendant plus d'1 heure, Chérif transmet à notre grutière d'un jour son savoir avec passion. Perchée à 58 mètres de hauteur, Anne s'émerveille devant le paysage grandiose qui s'offre à elle. Une vue imprenable sur Paris, de la Tour Eiffel jusqu'au Sacré-Cœur. Si Anne a regagné la terre ferme depuis, elle a encore aujourd'hui la tête dans les nuages. Ouais, bravo. Bravo. Bonjour. Avant que vous nous racontiez un peu tout cela, je voudrais présenter Véronique Ayado qui nous a rejoint, qui est docteur en psychologie, spécialiste du vieillissement, qui est membre de l'équipe de Rêves de Seniors et qui accompagne ces rêveuses et rêveurs et donc qui a un regard intéressant, analytique, mais aussi plein d'enseignements sur ces rêves. Alors Anne, racontez-nous, quoi. C'est une sorte de fou. Vous êtes une monte en l'air. Oui, c'est vrai que ça fait. J'ai toujours été fascinée par l'altitude. Alors j'ai essayé d'analyser pourquoi et finalement, bon, j'ai pas mal de raisons, mais finalement la raison majeure, je la connais pas. Ça m'a toujours plu. M'envoler en avion. Quand j'ai pris la première fois un avion pour aller, c'était en Russie à 25 ans. Ça m'a vraiment fascinée, j'étais hilar, ça m'a beaucoup plu. Et puis donc j'ai fait de la montagne, je suis allée sur certains sommets, etc. Et puis je me suis prise d'affection, on va dire ça, pour les grues, il y a à peu près une dizaine d'années. Et c'est vrai que les grues, il y a une certaine aspiration chez moi pour ça. Et même sur le plan esthétique, je trouve qu'un paysage avec des grues, c'est enthousiasmant, c'est beau et souvent on s'arrêtait pour les prendre en photo. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous plaît dans cette esthétique verticale ? C'est la métaphore de la construction, c'est vraiment la hauteur, vous aimez vraiment les choses hautes ? Alors il y a plusieurs choses, il y a la hauteur et puis il n'y a pas qu'une esthétique verticale, il y a aussi le bout de la grue, parce que mon objectif à moi c'était d'aller au bout de la grue. Et donc effectivement, vous avez prévenu, hein, c'est une casse-cou. Hein. Mais ça on n'a pas le droit, et même avec... Pop. Même Benjamin va vous régler ça. Ah, très bien. Et j'ai essayé, bien entendu, par moi-même, de me renseigner pour voir comment je pouvais faire pour monter sur une grue. Et donc, c'est pas possible. J'ai été obligée d'y renoncer, mais je m'arrêtais quand même pour les prendre en photo. Et puis un jour, je ne sais pas comment j'ai connu Silver Alliance. Peut-être par l'un de ses partenaires, l'assurance Vieillesse Île-de-France, je crois. C'est ce que vous m'avez dit. Donc, et c'est eux qui vous ont incité à vous inscrire, qui vous ont rapproché de Rêves de Seniors. Tout à fait, oui. Et j'ai vu effectivement une proposition. Si vous avez des rêves, vous pouvez les réaliser. Je dis, mais après tout, pourquoi pas ? Je vais voir si je peux monter sur une grue. Et puis j'ai envoyé ma demande. Et puis bon,
comme je savais que ce n'était pas possible, puis que souvent on a des prévisions, des projets et que ça ne fonctionne pas, bon, j'ai oublié. Et puis un jour, j'étais dans la rue, on m'a téléphoné. Et puis on m'a dit, mais vous faites partie des rêves qui ont été sélectionnés et que vous allez faire partie du prochain comité. Bon, j'étais étonnée, j'y croyais pas, quoi. Et puis vous serez informés, savoir si vous êtes sélectionné avant le mois aux alentours de la fin de l'année. Et c'était la fin de l'année 2020, c'est ça. Et donc juste avant, effectivement, le confinement. Bon, et puis ça aussi, j'ai oublié. Et puis un jour, je marchais encore dans la rue. Je reçois, c'était dans le centre de Paris, je reçois un nouveau coup de fil. Et là, on me dit, votre rêve a été sélectionné. Alors là, j'y croyais pas, quoi. J'avais les larmes aux yeux, effectivement. Et puis, ça s'est fait comme ça. Alors, ça a été... Donc l'ascension, peut-être pour qu'on partage ça avec l'assistance, oui. L'ascension s'est faite le 16 décembre 2020. C'est une grue de 58 mètres. Oui, vous me dites si je dis des bêtises. 58 mètres, oui. Et vous avez crapahuté, mais alors comment? Parce que moi, j'y connais rien, mais ça se passe comment? Celle-là étant particulièrement haute, il y avait un petit ascenseur aussi. Donc, il a fallu d'abord monter donc sur une échelle, bien encadrée, bien entendu, bien protégée, voilà. Après, aller jusqu'au petit ascenseur et après, encore une autre échelle pour aller dans la cabine donc du grutier. Donc à 58 mètres, parce que la plupart des grues, je me suis renseignée depuis, elles sont pas si hautes. Donc là, c'était vraiment une excellente expérience parce que c'était très haut. Notamment, ça fait 1 mètre de plus que la tour de Pise. Vous vous rendez compte? Oui, donc c'est quand même assez haut, quoi. Et à chaque fois que je vois une grue, maintenant, je dis attention, elle fait 58 mètres ou pas celle-là? Et la plupart, elles sont plus petites. Donc voilà. Donc ça a été une expérience vraiment magnifique sur tous les plans, en fait. Sur le plan personnel, parce que il y avait donc une aspiration psychologique et puis physique aussi, parce que ça donne des sensations physiques, le fait de monter en altitude comme ça. Puis quand ça remue un tout petit peu, là, il n'y avait pas de vent, donc ça remuait pas trop. Bon, c'est pas drôle. Non, d'ailleurs, j'aurais bien aimé qu'il y ait un petit peu de vent. Non, Anne, vous avez regretté, effectivement. Un petit peu. Voilà. Et donc, c'était cette expérience personnelle-là qui était intéressante. Et puis aussi, ce qui était vraiment bien et auquel je ne m'attendais pas à ce point-là, c'était l'accompagnement, quoi. J'ai été vraiment prise en charge d'une façon exceptionnelle donc par Silver Alliance et aussi par Bouygues, grâce à qui ce rêve s'est réalisé. En plus, j'ai découvert aussi une ambiance et un univers que j'imaginais pas du tout, parce qu'après tout, c'est bien joli de monter sur une grue de 58 mètres. On voit tout un paysage, on a le panorama, on a toute la vue sur Paris, parce que c'était dans le 13e arrondissement à Paris. Oui, c'est pas loin d'ici, c'était pas loin d'ici, on l'a vu sur les images. Oui, tout à fait. Et en plus, j'ai découvert un univers, donc, qui est l'univers de la construction d'immeubles sociaux, effectivement, et puis l'univers du chantier de la grue, quoi. Donc j'ai discuté pendant à peu près 1 heure avec le grutier dans sa cabine, et c'était vraiment passionnant. Je ne pensais pas du tout à ça avant de monter. Je pensais surtout à mon expérience d'escalade en fait de la grue, et j'ai découvert tout ça en plus l'accompagnement extrêmement sympathique de tous les gens qui étaient avec moi. C'était vraiment, c'est une expérience que je ne suis pas prêt d'oublier. Rêve de Seigneur a bien fait les choses. Et au-delà de ça, au-delà de la grue, maintenant, vous caressez d'autres rêves, c'est de vous retrouver au sommet de très grandes tours à Dubaï ou ailleurs, c'est ça, hein? J'ai d'autres rêves d'altitude, en fait, ça ne s'est pas arrêté là, quoi. Non, ça a même alimenté le... Oui, tout à fait, parce que depuis, je sais qu'il y a une tour, la plus haute tour du monde, elle est à Dubaï. Donc, effectivement, j'aimerais bien y aller. En tout cas, c'est un chouette rêve. C'est peu commun. C'est vraiment intéressant. Moi, j'avoue que vous m'avez vraiment partagé une passion peu commune. Et ça, c'est du rêve que vous avez partagé. Et merci beaucoup. Et je pense qu'on peut applaudir Anne, hein, vraiment. Véronique, comment vous percevez, comment vous entendez les mots d'Anne, sa satisfaction, le fait que non seulement elle a assouvi un rêve, mais que ça a en plus alimenté ce rêve? Moi, ça fait écho, c'est vrai, dans le cadre de Rêve de Seigneur, il y a une étude exploratoire qui est menée pour essayer de voir quel impact éventuel ça peut avoir, le fait de réaliser ses rêves sur les personnes, et notamment en termes
confiance ou d'estime de soi. Donc là, c'est vraiment exploratoire, mais des choses que vous avez pu évoquer là, Anne, au niveau de ce que ça peut apporter, c'est le fait, vous l'avez utilisé Loïc aussi, le mot c'est de nourrir, c'est-à-dire que ça nourrit les intérêts, les centres d'intérêt des personnes déjà, et ça les nourrit aussi dans une espèce de, j'allais dire, de dynamique un peu plus personnelle qui relève un petit peu d'une démarche plus existentielle, quoi. Ça s'inscrit en fait dans une démarche plus existentielle qui est très propre à chaque personne, qui peut soit être en coupure avec des éléments du passé, soit s'inscrire dans une continuité. Donc ça, c'est un des éléments forts qui ressort, qui est un peu transcendant aux différents participants à un rêve de senior. Et il y a aussi quelque chose que vous avez dit, c'est que le fait d'avoir été retenu, que le rêve ait été retenu, c'est une sorte aussi de reconnaissance, pas de sa valeur personnelle, mais c'est quand même une reconnaissance de ses centres d'intérêt, une valorisation de ses centres d'intérêt. Et ça, voilà, ça participe aussi d'une confiance, ou en tous les cas d'une reconnaissance de sa personne. Alors là, c'était pas le cas pour vous, Anne, mais sinon, c'est vrai que des fois, ça peut être aussi un élan. Alors là, avec le contexte qu'il y a pu avoir de pandémie, mais le fait de réaliser, de participer à cette opération, parce qu'il n'y a pas que le rêve, il y a aussi tout ce qui entoure, et ça aussi, ça crée, je pense, une dynamique, le fait d'avoir... ça peut même parfois être un moyen pour rencontrer d'autres personnes, et donc c'est pas qu'une finalité, finalement, une occasion, en fait, de sortir de situations un peu plus difficiles, ou d'avoir une sorte de dynamique ou quelque chose qui lance vers autre chose. Merci beaucoup, Véronique. Merci, Anne. Merci encore un petit, quelques petits applaudissements, parce que ça, vraiment... c'est chouette. Merci beaucoup. Alors, les rêveurs partagent leurs projets, leurs rêves, la réalisation de leurs rêves avec nous. Mais finalement, est-ce qu'on sait vraiment bien à quoi on rêve ? Quels sont les grands projets que l'on nourrit une fois l'âge venu ou l'entrée dans le grand âge? L'équipe de Rêve de Senior est allée sur une place de marché et elle a fait micro-trottoir. Elle a demandé aux gens à quoi ils rêvaient. Vous allez voir, c'est très intéressant, et Véronique, on va en parler ensemble. Je pense tout de suite au sommeil, le rêve dans son sommeil. Ça m'évoque tout ce qu'on peut penser pendant la nuit, les petites folies, nos envies un peu les plus folles. Je fais des fois des rêves merveilleux où je veux des pouvoirs extraordinaires. Il y a aussi le rêve éveillé. Des envies potentielles, alors raisonnables ou pas. Les projets qu'on a envie de réaliser ou irréalisables. Et après, il y a les rêves accessibles, genre avoir une maison, un potager, ce genre de choses-là. Je sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire comme rêve à notre âge ? Vivre à l'étranger, partir aux quatre coins du monde. Moi, je suis restauratrice et du coup, je dirais développer notre activité. Mon plus grand rêve, ce serait d'emmener mon père à La Réunion, sur son île natale. Si je pouvais marcher mieux, la tête elle va encore, mais le corps il va plus. De vivre en paix en famille. Le passé ne nous appartient pas, l'avenir non plus, donc ce qui m'intéresse, c'est de vivre pleinement l'instant. Je viens de me lancer il y a 2 mois, donc c'était un rêve. Et du coup, ça se concrétise. Ça apporte du bonheur, on s'évade un peu de notre réalité. D'être ailleurs, d'être au calme, d'être serein. Ça permet de rester motivé et de continuer à avancer, sinon on se laisserait abattre. Si vous n'avez plus d'objectifs, si vous n'avez plus de choses, à ce moment-là, vous êtes mort. Je pense qu'il n'y a pas d'âge pour rêver, tout le monde peut rêver. J'espère qu'on peut rêver jusqu'à ces âges-là, sinon ça ne sert à rien. On a peut-être des rêves qui deviennent un peu moins réalisables, parce que physiquement, on ne peut plus forcément... Quand on arrive à un certain âge, on a des objectifs qui sont un petit peu différents, parce qu'on a réalisé sa vie matériellement, socialement. Je pense que c'est l'état d'esprit qui compte. Bon, évidemment, si vous êtes plus âgé, il y a des choses, faut entretenir la machine. Tant qu'on est vivant, et on peut toujours réaliser des rêves, quoi. Il y a des gens qui sautent en parachute à 90 ans. Je pense que peu importe l'âge, il faut juste se donner les moyens de réaliser son projet et son rêve. Tant qu'on rêve, on n'est pas vieux parce qu'on a des objectifs, on a des choses qu'on fait, quoi. J'espère réaliser tous mes rêves avant que de partir. J'ai encore du temps devant moi, j'espère. C'est toujours très intéressant d'aller prendre sur le vif
les propos, les mots des uns et des autres. Alors, Véronique Cayado, quelle est votre écoute de ces mots, justement? Comment vous les percevez, vous les analysez? Il y a plein de choses qui sont dites en fait. On voit que ça recouvre un panel de possibles. On parle du rêve endormi, on parle du rêve accessible, du rêve inaccessible. Beaucoup, le terme objectif est revenu assez souvent. Et je pense qu'il y a déjà une différence, de mon point de vue, entre le fait de rêver et le fait d'avoir des rêves que l'on souhaite réaliser ou qu'on voudrait possible. Parce que rêver, finalement, c'est une activité psychique qui ça se suffit à elle-même, quoi. On est dans sa fiction, dans la rêverie. On est dégagé de tout principe de réalité, alors qu'avoir des rêves que l'on souhaiterait possible ou qu'on voudrait réaliser, on est déjà dans quelque chose de plus objectivé, et c'est déjà plus le cadre de rêve de senior. Chez les personnes qui étaient interrogées, il y avait de tout en fait, même dans ce qui était rêve désiré, il y avait aussi des horizons temporels. C'est-à-dire, il y a des personnes qui répondaient, moi je me répondais par une vision du bonheur, être avec mes proches, de la sérénité. Donc là, on est vraiment dans quelque chose de l'ordre de l'horizon. Et puis pour d'autres, c'était quelque chose de beaucoup plus précis. Et je pense que ce qu'il y a de commun finalement à toutes ces diversités, c'est que c'est des sujets qui sont désirants. Là, on est vraiment, quel que soit l'âge des personnes, on est vraiment dans de la subjectivité, dans de la singularité, dans le désir. Et puis c'est aussi dans le fait de rêver, on est auteur. Auteur de sa vie, auteur de ses rêveries, auteur de ses projets. Justement, alors j'ai une question assez simple, mais finalement qui, je pense, nous a tous interpellés à un moment ou à un autre. C'est, est-ce qu'on peut tout s'autoriser? Est-ce qu'il faut s'autoriser à nourrir les rêves les plus fous, ou est-ce qu'il faut s'autocensurer et avoir les pieds bien ancrés sur terre? Est-ce qu'il y a même une réponse à ma question? Oui, j'allais dire, ça dépend en fait des personnalités. Je pense qu'il y a des gens qui, je suis pas sûre que le fait de le réaliser ou de se le permettre soit source de plaisir ou de satisfaction. Le fait aussi de se projeter, ça dépend vraiment des personnes. Je pense pas qu'il faille avoir une injonction, mais il faut au moins que tout le monde puisse aller jusqu'au bout de sa démarche et de là où il en tire le plaisir en fait. Est-ce que c'est dans la préparation? Est-ce que c'est dans le fait de le vivre, de le sentir dans le corps? Et pour certains, le rêve, c'est complètement inaccessible. Alors, des fois, on aimerait quand même que ce le soit, mais ça ressortait, un rêve, c'est quelque chose qu'on ne peut pas réaliser. En tous les cas, un rêve, c'est très différent d'une personne à l'autre, mais en tous les cas, c'est pas accessible facilement. C'est pas à la portée, en fait, immédiate. C'est pas à sa portée immédiate. Il y a, pour tout un tas de raisons financières, que ça soit une question de physique, une question de pratique. Mais il y a quand même un chemin qui est un petit peu difficile pour réaliser son rêve. J'ai une dernière question par rapport au rêve, mais c'est peut-être la plus fondamentale. C'est par rapport à l'opération Rêve de Senior, à l'étude que vous menez, est-ce que vous avez mesuré ou est-ce que vous commencez à percevoir l'impact positif, j'imagine, ou l'impact tout court de la réalisation du rêve sur le moral, la psychologie, la santé physique, l'acuité sociale, l'acuité cognitive? L'étude, elle est exploratoire, donc pour le moment, il y a des questionnaires, mais il n'y a pas assez de participants à l'étude pour pouvoir démontrer quoi que ce soit au niveau des questionnaires. C'est plutôt l'impact en termes d'estime de soi et de sentiment d'efficacité personnelle. Là, on pourra, au fur et à mesure du temps, avoir vraiment des mesures. Sinon, on est plus dans le qualitatif, dans des entretiens, avant, après, on discute avec les gens. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a... c'est des premiers éléments, il n'y a rien d'analyse définitive, mais ce qui ressortait, c'est ce sentiment de nourrir et de conforter une démarche plus personnelle, plus existentielle, de nourrir des intérêts, valoriser la personne, ce qu'on est, ce qu'on aime, voilà, c'est une forme de reconnaissance aussi qui s'accompagne, et également du lien, parce que ce que je disais aussi, c'est que c'est pas forcément que la réalisation du rêve, c'est toute l'opération, c'est aussi des contacts en amont avec l'équipe et l'adhésion au comité, avec effectivement le fait que les rêveurs deviennent eux-mêmes des soutiens ou des personnes qui sélectionnent d'autres rêves. Exactement, c'est ça. Ok, donc vous avez un peu répondu à ma question. Il y a quand même un impact très positif, même s'il n'est pas mesuré, c'est pas une étude clinique. Mais de manière qualitative, oui, ça ressort nettement le plaisir, la satisfaction qui est intense de l'avant et de l'après.
J'ai envie de dire que c'est le principal, hein. On est quand même dans le domaine du rêve, donc on n'est pas là pour tout mesurer de manière scientifique, on est là aussi pour se dire qu'on prend du plaisir, qu'on en a et que ce plaisir, il nous fait avancer. Merci Véronique, restez avec moi, on va continuer à parcourir les rêves de seniors. Donc là on va découvrir une autre Anne. Alors cette Anne-là, c'est pas en hauteur qu'elle voulait s'épanouir, c'est sur les planches. Pas n'importe lesquelles, c'est pas n'importe quel type de théâtre, on va découvrir ça en images. Découvrons à présent l'histoire d'Anne. En septembre dernier, cette retraitée dynamique a réalisé son rêve, faire de l'improvisation théâtrale. Anne monte désormais sur les planches toutes les semaines grâce à Rêve de Senior. 6 mois après son premier atelier, nous sommes retournés la voir chez elle en Touraine. Je m'épanouis, je me réalise et c'est vraiment ma personnalité. C'est quelque chose qui lui tenait à cœur, puis elle s'était jamais lancée. Puis depuis, le rêve continue chaque semaine. Oui. Ce qui est rigolo, c'est qu'il y a 2 rendez-vous dans la semaine, on va dire. Le mercredi soir, c'est vraiment la récréation attendue par maman pour aller au cours de théâtre. Et le lendemain, c'est le deuxième rendez-vous où là j'ai le débriefing. C'est le replay. C'est le replay. Alors moi je sais qu'en ce moment, je me sens pas vieillir, je me sens plutôt rajeunir. Dernièrement, en fait, maman est venue me rendre visite, et puis il y avait mon fils, un ami est arrivé, et hop, elle a lancé un sujet, et tout le monde a joué le jeu, en fait. On est parti en match d'improvisation intergénérationnel, donc c'est plutôt sympa, et d'ailleurs ça nous a donné une idée, hein, pour l'année prochaine, on pense s'inscrire pour jouer en famille, quoi. Il y aura 3 générations. Le théâtre d'improvisation, c'est difficile, contrairement à ce qu'on peut imaginer. C'est vraiment une gymnastique d'écoute des autres, de confiance des autres, d'observation. C'est un exercice difficile, périlleux, mais qui fait grandir, gagner en confiance. C'était difficile au début pour toi, quand tu es arrivée sur les premiers cours, de sortir de Anne et d'être vraiment une joueuse qui peut jouer n'importe quel âge. Voilà, Qu'elle disait bah oui mais non c'est pas de mon âge. Bah si mais dans l'impro tu peux être un homme, une femme, un chien. Ça, je l'ai acquis ça. Ouais. On s'entend bien. Bah oui. Ah oui. C'est bien, non mais c'est du bonheur de se retrouver toutes les semaines. Oui. Moi j'attends le mercredi avec impatience. Ah oui. Comme une gamine. Merci d'applaudir Anne, c'est là encore une joie très communicative. Alors Anne, vous rêviez de faire du théâtre d'improvisation, vous aviez découvert le théâtre d'improvisation, vous n'aviez pas sauté le pas, mais vous vouliez en faire et quand on en a parlé ensemble, il y a 2 raisons, hein, une raison très personnelle par rapport à ma vie, tout à fait. Et puis cet art en soi que je trouve très créatif. Racontez-nous. Oui, mais disons que c'est lié un peu à mon enfance. Je pense que tous les gens qui sont dans la salle ont des repères avec leur enfance. Et moi, j'ai une enfance particulière. J'ai été élevée un petit peu à la dure et j'étais l'aînée de 3 enfants. Et à mon époque, la parole n'était pas tellement donnée aux enfants. Donc, c'est pour ça, je fais du théâtre et je me venge. C'est très bien. Voilà, mais j'avais assisté en tant que spectateur à des marches d'impro et ça me plaisait, quoi. C'est mon élément. Moi, je suis une femme qui est un peu rigolote, hein, qui aime bien l'humour, qui a de la répartie. Donc, c'est une activité que j'avais envie de faire depuis des années. Mais bon, la vie étant, les enfants, les études, la carrière, on s'oublie un peu. Et puis, ma foi, j'ai eu la chance de partir assez jeune en retraite, en pré-retraite. Je me suis consacrée pendant 10 ans. J'ai fait beaucoup de bénévolat. Et puis, à un moment donné, j'ai dit ah, mais ma petite fille, il ne faut pas que tu t'oublies. Tu vas penser à toi. Et puis, tout compte fait, un jour, je suis dans un cabinet médical. Et il y avait une revue, là, que je feuilletais gentiment. Et il y a un sujet qui m'a interpellée. Ah oui, vous vous rendez compte? Rêve de Senior. J'ai lu Rêve de Senior, mais j'ai dit c'est ce qu'il me faut. C'est alors, comment? J'ai écrit avec le concours de ma fille. Elle c'est une femme d'affaires, elle sait bien tourner les lettres. Donc voilà. Donc, il fallait convaincre le comité, donc il fallait bien tourner les lettres. Voilà, il fallait mettre de bons mots. Hein. Et bien, je remercie d'abord Monsieur le directeur, qui est charmant. Je suis contente de l'avoir rencontré. Et ceux qui m'ont sélectionné. Et voilà, je suis parmi vous. Je suis une femme heureuse. Je ne sais pas si vous savez mon âge, mais je vais vous le dire parce que j'ai pas honte. J'ai
j'ai 77 ans, mais quand je vais faire Je du crois que ça théâtre... mérite quelques applaudissements quand même, parce que je crois qu'on se souhaite tous d'avoir votre appétit. Quand pour je la vais vie. faire du théâtre d'impro tous les mercredis, je peux vous dire, j'ai 14 ans, 7 et 7, 14. Hein. Pour moi, ça me suffit. 14 ans. Alors, attendez, on va juste reparler. Donc, 11 septembre 2021, Rêve de Senior exauce ce projet que vous aviez en vous depuis des années. Vous montez sur les planches, il vous offre un stage d'impro, et là, qu'est-ce qui se passe? Comment ça vibre là? Pas, mais c'est plus qu'un rêve. C'est magique. C'est la magie. Partagez-le avec nous. Je fais un après-midi, une journée de cours pour voir l'envers du décor. Il y avait certaines personnes qui sont là, qui m'ont accompagnée. Je leur fais un petit bisou parce qu'ils sont trop mignons. Et donc voilà. Et bon, j'étais satisfaite, j'ai été interviewée, tout. J'ai fait la une de la Nouvelle République, qui est le journal régional. Mais attendez, c'est pas tout. Et non, c'est Le que... rêve continuait. C'est que... Et je rêvais éveillé. Mais ça, c'est autre chose. Hein. Quand vous dormez, vous faites un rêve. Ouais, mais éveillé. Et j'ai eu le bonheur de me voir offrir une année de cours. Et j'y cours au cours. Par Rêve de Senior. Par rêve, oui, par rêve de senior. Ah ben bien Donc sûr. le rêve d'une semaine, d'un jour, est devenu le rêve de toujours. Ben, le rêve de chaque semaine. C'est génial. Et alors, vous en êtes où? Alors ça y va, les punchlines, les bons mots. J'ai pris de l'assurance, oui. J'ai fait des progrès. Et j'envisage de rempiler l'année prochaine. Enfin, au mois de septembre. C'est extraordinaire. En tout cas... Merci à Silver Alliance. Si je pouvais, je ne voudrais pas vous serrer trop fort dans mes bras parce que je vais vous étouffer, mais le cœur y est. Merci. Et je peux vous dire, oui, il y a des jeunes là, mais un jour, je leur souhaite de vieillir. Il faut rêver à n'importe quel âge. Moi, j'ai encore plein de rêves. Je voudrais faire de la pub la figuration dans des films. Donc voilà. Donc, parce que le marché des seniors, il est en progression en ce moment. Hein. C'est le moment. Faut pas hésiter. Non, mais là, donc, en fait, il n'y a pas de problème. Séance de casting. Donc, on a tous noté. Non, on est vraiment ravis. On est vraiment ravis. Bien sûr, non, il faut rêver, il faut faire les castings, il faut aller jouer. Véronique, qu'est-ce que ça vous inspire? Dans la vidéo, vous avez dit ça, je l'ai acquis là. Et là, déjà chaque rêve, c'est une expérience. Déjà le réaliser, c'est une expérience de vie. Puis là, ça s'inscrit dans la durée. Et donc il y a cette notion d'apprendre, d'être toujours dans la connaissance de soi, de son environnement, et de poursuivre en fait ce cheminement. Tout à fait. Et je découvre ma vraie personnalité en fin de compte. Il y a une découverte aussi à ce niveau-là. Oui. Et je ne savais pas que j'avais du potentiel comme ça. Oui, parce qu'elle disait que ce qui vous plaisait au début, c'était tout ce qui allait être communication, jeu. Et là, en fait, c'est se transcender, se mettre dans la peau d'un autre. Voilà. Et puis là, je suis dans un cours, forcément, je ne vais pas vous dire que je suis la plus jeune, je suis la plus âgée. Mais alors, j'ai été accueillie dans ce cours par des gamins de 20 ans qui pourraient être mes petits-enfants, mais c'est du bonheur, c'est du bonheur en branche. C'est un groupe avec tous les âges. Moi, j'ai une dernière question et je pense qu'on doit être plusieurs à se la poser. Anne, est-ce que vous étiez aussi à l'aise avec la parole avant? Je crois que non. Et est-ce que ça vous a vraiment... Enfin, je pense que vous étiez déjà sociable. Oui, ça... Mais est-ce que vous avez l'impression que depuis un an, vous avez encore plus envie d'en là, maintenant, j'ose. Plein de choses. Merci beaucoup Anne. Vraiment, s'il vous plaît, vraiment beaucoup d'applaudissements sincères, Noé, parce que c'est vraiment chouette, c'est un très joli témoignage. Troisième portrait, troisième rêve qu'on veut vous présenter, c'est celui de Bernard. Alors, il y a un senior dont on parle un peu en ce moment, qui est un artiste, qui s'appelle Renaud, qui vient d'avoir 70 ans et qui écrivait une chanson, c'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme, et l'homme, elle a pris ce monsieur, Bernard, on regarde. Nous allons maintenant vous raconter le rêve un peu fou de Bernard, celui de traverser l'océan Atlantique à la rame avec 3 amis. Après des mois de préparation physique et mentale,
L'équipage prend la mer le 10 décembre 2019 depuis les îles Canaries. Leur destination ? La Martinique. Les 4 marins ne le savent pas encore, mais leur exploit va les faire rentrer à 2 reprises dans le livre des records. Si les premiers jours de traversée ne sont pas un long fleuve tranquille, leur motivation reste intacte malgré les vents contraires, les vagues déferlantes et la panne du pilotage automatique. Confinés avant l'heure sur un bateau de 6 mètres carrés, Bernard et ses moussaillons apprennent à cohabiter au gré des tangages et des roulis. Seuls au milieu de l'Atlantique pendant 39 jours, ils découvrent la haute mer, ses merveilles et ses dangers. Le meilleur souvenir de Bernard, ces nuits passées à naviguer dans un monde de silence, guidé par les étoiles qui lui sont familières. Plus décidé que jamais à protéger la planète, Bernard se lance désormais dans une nouvelle aventure, tout aussi surprenante que la précédente. Laissons-lui maintenant la parole pour nous la présenter. J'aimerais qu'on applaudisse Bernard. Merci beaucoup. Bonjour, parce que je vois qu'il n'y a que des jeunes et des toujours jeunes, donc ça fait toujours plaisir. Merci Bernard. Alors Bernard, quel destin, hein, quelle aventure. Ah, si, non, mais vous allez voir, attendez. Il est modeste, mais vous allez voir. Ce monsieur est extraordinaire. Comme tous nos amis ici aujourd'hui, mais là encore, une énergie très communicative. Donc vous, Bernard, une passion, l'aviron. Quand vous faites quelque chose, vous ne faites jamais à moitié. Vous avez décidé de faire de l'aviron votre quotidien parce que vous souhaitiez vivre une vie avec une pratique sportive intensive et ça vous a mené jusqu'à créer le programme de référence dans l'aviron santé. Mais ça ne suffisait pas. Vous avez commencé à vous attaquer à des défis en aviron, notamment les régates les plus importantes en bassin fermé, oui, la Clément. Le Tour du lac Clément, oui. Voilà. Et puis à l'abordage. Alors, qu'est-ce que c'est qu'à l'abordage ? Une idée un peu dingue, traverser l'Atlantique à la rame avec des amis. Comment ça a germé et comment vous l'avez réalisé ? Ça a germé tout à fait bizarrement, comme ça se germe souvent lorsque des amis se retrouvent, enfin des amis, des personnes qu'on connaît se retrouvent. C'est quelqu'un qui me dit je devais faire la traversée de l'Atlantique il y a 3 mois, puis la personne avec qui je devais le faire ne m'a pas retenu, a préféré quelqu'un d'autre. Alors je lui dis écoute, si tu veux vraiment le faire, eh bien on le fait. Alors, tu veux le faire ? Non, mais pour te faire plaisir, quoi. Voilà, donc c'est parti comme ça. Et finalement, j'avais 70 ans à l'époque, donc je me dis, il faut quand même être réaliste. Je risque peut-être d'avoir des problèmes, on ne va pas le faire à 2, non, on va le faire à 4. Voilà. Donc on a trouvé 2 autres, dont un qui n'avait jamais ramé, que je suis allé chercher parce que je l'avais rencontré tout à fait par hasard 1 an plus tôt. Et c'était un très grand sportif dans le sens où il fait beaucoup de vélo. Il fait des dizaines de milliers de kilomètres à vélo tous les ans. Et donc ça me paraissait quelqu'un qui était un vrai sportif. Donc j'avais besoin de croire en des gens qui finalement peuvent faire quelque chose. Alors l'intérêt, c'est de se dire aussi que moi je suis passionné d'aviron, mais pas les autres. Voilà, donc ça c'était un premier challenge. Le deuxième, c'est que effectivement, moi j'ai pas fait de l'aviron toute ma vie. J'en ai fait quand j'étais jeune, et puis après pendant toute une carrière professionnelle, j'étais commandant de bord dans l'armée de l'air. J'ai quasiment plus fait de sport parce qu'on n'avait jamais le temps d'en faire. Voilà. Et je vais vous dire comment je suis arrivé à la retraite. Moi j'avais 67 ans, je continuais à travailler, je faisais du conseil en entreprise. Et en fait, je me suis arrêté un après-midi. J'allais encadrer un groupe de rameurs dans mon club à Marmande. J'étais responsable. Et en fait, je me suis dit, mais c'est nettement mieux ce que tu fais là que ce que tu fais dans ta vie professionnelle. J'appelle les gens qui travaillaient avec moi et puis je leur dis j'arrête. Je dis t'arrêtes de quoi? J'arrête de travailler. Je prends ma retraite, je vais faire de l'aviron. Voilà comment ça s'est passé. Donc il faut quand même se préparer. Et moi je me suis préparé sans le savoir. Puisque j'ai rencontré en fait cette envie alors que je travaillais encore. Donc ça c'est pour dire qu'il faut quand même avoir envie de faire quelque chose pour prendre sa retraite, moi je crois, hein, et ne pas la prendre en arrivant comme ça. Et puis pour ce qui est donc de la traversée de l'Atlantique, oui bon, on a bénéficié de certaines choses. C'est que d'abord il y a eu énormément de battages qui ont été faits par la
presse. Et moi, chaque fois que j'ai rencontré un journaliste, je dis mais on n'est pas les premiers. Il y a eu au moins 60 ou 70 équipages qui ont réussi à le faire avant nous. Français, peut-être 150 anglais. Je dis ça n'a rien à voir. Et ils m'ont dit oui, ils n'avaient pas le même âge. Voilà. Et en fait, effectivement, on en est sorti avec 2 records mondiaux. Le premier, c'est l'équipage le plus âgé qui ait jamais traversé un océan, puisqu'on avait un peu plus de 65 ans de moyenne. Ça, c'est un peu grâce à moi, parce que j'avais 71 ans. Ouais, mais peu importe. Et puis le deuxième, alors tout à fait par hasard, on a traversé sur cet itinéraire qui était de Las Palmas à Martinique en 39 jours et 20 heures, et le précédent record était de 51 jours. On l'a carrément explosé. Et pour la petite histoire, parce que vous êtes là bien sympathique, je voulais dire, et en plus les 3 derniers jours, on a arrêté de ramer. Bon, en fait, pourquoi ? Parce que nos familles qui devaient nous attendre à l'arrivée n'avaient pas eu le temps de prendre l'avion. On avait trop d'avance. Voilà. Donc on a arrêté de ramer pendant 3 jours, sinon on aurait battu encore de 2 jours, facilement. Ce qu'il faut préciser, c'est que Rêve de Senior vous a aidé en soutenant la communication, la médiatisation de cette traversée dans ces différents médias et supports. Tout à fait, parce que l'objectif qu'on avait pris pour cette traversée, c'était de montrer comment bien vieillir, pas uniquement par le sport, mais c'est la seule chose que sache faire à peu près. Donc ça fait partie, le sport fait partie intégrante du bien vieillir. Donc par rapport à ça, on voulait montrer que des personnes, quel que soit leur âge, pouvaient vivre leurs envies à partir du moment où ils s'y préparaient. Voilà. Et qu'il n'y avait pas d'interdiction, qu'il n'y avait pas de tabou. Véronique Ayado, ça c'est quand même un rêve un peu particulier parce qu'en plus il y a la notion de vivre ensemble au quotidien dans un milieu clos où on ne peut pas s'échapper, s'évader. Donc c'est un rêve physiquement et psychologiquement intense. Oui, on discutait aussi tout à l'heure, Bernard, par rapport à ce rêve, il y a aussi toute la préparation en fait. Il y a de l'épanouissement, de l'accomplissement aux différentes étapes. Et le rêve en lui-même, effectivement, il est riche parce qu'il y a aussi la nature. Dans le reportage, on entend le silence, les étoiles. Donc c'est un tout, je pense, en termes de satisfaction de ce qu'on prend. Le petit fil rouge que j'aurais voulu tirer là, c'est tout à l'heure, Bernard, tu disais que tu avais 70 ans et tu t'es dit, bon, je vais pas y aller à 2, je vais y aller à 4. Donc ça m'a fait tilt parce que je me disais, tiens, la question de l'âge, elle intervient de son état. Mais par contre, ce n'est pas une limite, ce n'est pas un frein. C'est juste une question, j'adapte. C'est tout. Oui, totalement. Il n'y a rien de plus à dire que ça. Et puis, je ne suis pas quelqu'un qui essaye de battre des records, même si je fais toujours de la compétition. Hein. Il y a quelque chose à moi qui fait... j'en fais régulièrement, j'ai encore fait la semaine dernière et on a gagné parce que je ne cours jamais seul. J'aime bien l'idée d'équipe ou d'équipage. Voilà, j'aime bien partager. Et je crois que toutes mes expériences, toute ma vie m'ont fait penser que ce sont les rencontres, ce sont les échanges et les partages qui nous permettent de vivre et d'avancer. Voilà. Alors bon, vous croyez que c'est fini ? Pas du tout. Pas du tout. Parce que justement, l'âge, Bernard, tu l'as dit, c'est pas un frein et il s'est passé quelque chose. Le rapport du GIEC, et le rapport du GIEC vous a inspiré votre nouveau défi dont le nom est l'Odyssée. Et là, vous souhaitez carrément vous attaquer à tous les océans de la planète. Alors racontez-nous ce que c'est que ce projet. C'est un projet fou, collectif encore, centré sur l'écologie, sur l'intergénérationnel et sur l'implication. Alors effectivement, le 9 août 2021 est sorti le deuxième rapport du GIEC sur le climat. Et je ne sais pas pourquoi, quand je l'ai lu, je suis resté interloqué. Je me suis dit, je fais partie de cette génération qui finalement a aggravé le changement du climat. Et je me suis rendu compte de rien. Moi j'ai su très peu de choses et en discutant avec plein de gens, on ne se rendait pas compte, effectivement. On a fait partie de cette génération qui a profité des 30 glorieuses et puis les choses avancées, on croyait être dans le progrès, on ne savait pas qu'on faisait aussi du mal. Donc j'ai essayé de savoir ce que je pouvais faire à mon niveau. J'ai trouvé très peu de choses parce que j'ai mal organisé. Je me dis, puis je me suis rendu compte après qu'il y a bien une communication sur ce qui se fait. Il y a plein de choses qui se font dans le monde, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Mais il faut
faut être déjà dans le circuit, savoir où est-ce qu'on va aller, savoir bien cibler. Et je trouvais que la communication n'était pas globale et que tout le monde ne pouvait pas en profiter. Donc, et puis je me suis posé une question, je me dis, mais tes enfants et tes petits-enfants, si je te dis, mais toi papy, qu'est-ce que tu as fait pour nous, pour la planète? Et ça a été un choc pour moi et je me suis dit, je ne peux pas laisser faire. Je ne suis pas scientifique, je ne suis pas du tout un spécialiste de l'environnement, je suis juste un peu sportif, donc je me suis dit, c'est comme ça. Et je suis allé voir un de mes anciens camarades, Philippe Michel, celui qui ne savait pas ramer, à qui j'ai appris à ramer. Je sais qu'il est très, très, très à point là-dessus, sur tout ce qui est la préservation environnementale. Je lui en ai parlé et il m'a dit on va faire quelque chose. Voilà. Alors l'idée c'est que on était arrivé à Martinique après la traversée de l'Atlantique, donc on va repartir de Martinique, on va traverser la mer des Caraïbes, on va traverser le canal de Panama, on va traverser le Pacifique, on va traverser jusqu'en mer de Corail, jusqu'en Nouvelle-Calédonie, à la rame, 16 000 km tout droit, ce qui devrait faire dans les 17-18 000 parce que... Est-ce que tu pourrais, juste pour qu'on voit un peu la nature du défi, que c'est un truc de dingue, est-ce que tu pourrais nous donner la durée des étapes? Parce que vous allez voir, en kilomètres et en temps... Au total, il y a 16 000 km tout droit. La première étape qu'on va faire, c'est donc Martinique-Panama, il y a 2100 km. À peu près un mois et demi à 2 mois en fonction ça c'est rien ça pour toi? Oui, c'est normal. La mise en train. La deuxième est un peu plus costaud quand même, puisqu'on partira de Panama sur Tahiti et au milieu aérien. Donc il y a 9000 km, c'est environ 5 mois. Si 9000 km, combien de temps? 5 mois à peu près, si 5 mois. Tout va bien. 5 mois sur, vous imaginez la dernière étape, excuse-moi, le nombre de mètres carrés du bateau? Alors le bateau, oui, on met là à l'aise, puisqu'on était sur 6 mètres carrés pour l'Atlantique, là on sort sur presque 10 mètres carrés. Oh la vache, non mais c'est un palace. Là, quoi, il y a palace, quoi. Voilà. Là c'est le grand luxe. C'est le grand luxe. Et puis la dernière étape, donc jusqu'en Nouvelle-Calédonie, qui fait 5000 km, où on mettra à peu près 3 mois. Le total, c'est 8 mois. Sur les 2 étapes, on va passer 3 jours maximum pour vider, parce qu'on ramène tout à bord. Comme l'idée, c'est pour le climat, donc on essaie de respecter ça, et tout ce qu'on a à bord, on le ramène dans des poubelles, donc il faut vider de temps en temps quand même. Également, retrouver des vivres, parce que je préfère vous dire que c'est une des grosses difficultés, c'est manger du lyophilisé tout le temps, c'est pas très agréable. Et puis on va changer une partie de l'équipage. J'aurais fait faire un bateau pour pouvoir partir à 8 au lieu de partir à 4. Je vous dirai après pourquoi. Et donc on changera une partie de l'équipage chaque fois. Il y aura toujours 7 personnes qui vont changer. Il y a une espèce de berlu qui va rester jusqu'au bout, mais parce qu'il va raconter des histoires vraies. C'est juste pour ça, quoi. Pourquoi 8? Tout simplement parce qu'on est obligé de partir du Caraïbes juste après la fin des cyclones pour arriver en Nouvelle-Calédonie avant le début des cyclones là-bas. Donc on a 10 mois. Et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on tarde. Et on va mettre à peu près 8 mois, si tout se passe bien. Voilà, c'est pour ça que les escales aussi sont courtes. On ne fait que 3 jours. Mais on va se reposer. Puis massage, ça je vous l'ai dit, massage. Il y a quand même quelque chose de particulier à laquelle on tient beaucoup pour ce projet. C'est qu'on veut comme la Terre est habitée par des hommes et par des femmes de toutes générations, à bord il y aura des hommes, des femmes, de 3 générations, à partir de 18 ans jusqu'à 76 ans. 76 parce que je sais que j'y serai à bord, c'est pour ça que je me dis, s'il y a quelqu'un de plus âgé, il peut venir. Parce que s'il y a quelqu'un à 80 ans qui vient, il n'est pas vieux, il est juste âgé. On revient sur ce chose-là. Voilà, l'idée elle est là, c'est que à la fin, comme disait Loïc, ce serait intéressant de pouvoir dire, eh bien écoutez, pendant notre traversée, il y a eu 794 milliards de millions de personnes, ainsi de suite, qui se sont engagées, 400 et quelques mille entreprises dans le monde qui se sont engagées. Ça fait une grande partie du monde qui montre qu'ils tiennent à leur planète. Alors, toutes et tous, terriennes, dirigeants d'entreprise, suivez et engagez-vous.
Voilà, un défi, on peut l'applaudir fort, hein, c'est un défi passionnant, utile, agréable. Merci beaucoup. J'ai juste pas dit à quel moment on allait partir. On va partir à l'automne 2023, dans un an et demi. Et donc on espère arriver vers la mi-2024 en Nouvelle-Calédonie. Si tout va bien, ce sera 14 juillet. Si c'est un peu plus long, ce sera le 3 août, le jour de mon anniversaire, vous voyez. Merci beaucoup, Bernard. Merci beaucoup. On a partagé ensemble un bon moment aujourd'hui autour de ces 3 rêveurs, de ces 3 rêves de seniors exaucés par Silver Alliance, mais il y en a eu d'autres. Depuis 2 ans, il y en a eu une bonne dizaine. Rêve de seniors porté par Silver Alliance, c'est que le début. Si le rêve continue, c'est parce qu'il y a des projets, c'est parce qu'il y a aussi des partenaires extrêmement solides. On va leur rendre hommage, on va en parler. Ouais. Et puis, je voudrais que tu nous parles aussi peut-être d'une opération, de quelque chose qui s'organise, qui se monte avec la Fédération française de handball. Ok. Bon, déjà, je voudrais remercier les principaux acteurs parce que c'est vous qui... ça vous procure du plaisir, mais vous ne savez pas le plaisir que ça me procure déjà à moi et à toute l'équipe de Silver Alliance. J'imagine aussi à nos membres et à nos partenaires. Alors, il y a plein de choses qu'on pourrait dire sur les rêves qui viennent d'être réalisés, mais il y a aussi une chose qui est fondamentale, c'est que vous avez réalisé vos rêves, à vous maintenant de le dire, de le faire savoir pour que d'autres réalisent leurs rêves. Et dans 10 ans, je ne sais pas si Rêve de Senior sera là. Dans l'idéal, il faudrait plus qu'on soit là pour que, en fait, chacun rêve comme il a envie de rêver et qu'il réalise ses rêves. Nous, on fait juste amorcer la pompe, on prend le risque, comme on dit dans l'entreprise, de le lancer. Et j'y crois beaucoup et on va mettre beaucoup d'énergie au moins physique, pour pouvoir réaliser encore plein de rêves. Alors maintenant, c'est quoi la suite ? La suite, c'est déjà d'autres projets fous, puisque donc on a un partenaire. Ça va me permettre de remercier déjà la CNAV qui nous soutient depuis le début. Et s'il n'y avait pas eu le soutien de la CNAV au début, il n'y aurait pas ce qu'on fait aujourd'hui. Par rapport aux rêves qui sont à venir, donc c'est l'été dernier, il n'est pas là aujourd'hui, mais il y a un des entrepreneurs parmi tous ceux qui sont présents aujourd'hui qui s'appelle Éric Guillaume. Et surtout, il me dit, mais attends, moi j'ai un de mes partenaires financiers qui s'appelle l'Après-Fonds. L'Après-Fonds, ils sont sponsors officiels des équipes de hand masculines et féminines, champions olympiques. C'est un sport où il y a beaucoup de fraternité, beaucoup de solidarité, beaucoup de collectifs, beaucoup de valeurs qu'on retrouve dans une alliance de marques. Donc il y a beaucoup de similitudes. Et puis du coup, il me dit, il faut que je te présente le président de l'Après-Fonds, monsieur Christian Carrega. Et puis très vite, Christian me dit, nous on va être partenaire de Rêve de Senior. Et puis il me dit, mais j'ai vu ce qui s'est passé avec les senioriales et le foot. J'aimerais bien tenter un truc avec le hand. Et puis comme j'ai pas l'habitude de dire non à des projets comme ça, je dis vas-y, on la tente. Et puis ils sont là aujourd'hui, les représentants de la fédération de hand, et merci à eux d'être présents. Donc là, le 22 octobre, on organise le premier tournoi senior de hand à la Maison du Hand à Créteil. Et donc on va créer cet événement le 22 octobre. Et puis comme on est ambitieux, comme on est le pays des droits de l'homme, avec un grand H, comme on est le pays aussi des Lumières, et en 2024 il y a les Jeux Olympiques. Et donc on s'est dit que pourquoi pas créer une équipe de France et voire plus pendant le championnat olympique de hand qui sera à Lille, avec ce qu'on pourrait faire avec les personnes un peu plus âgés que ceux qui pratiqueront le hand pour gagner une médaille, pour faire connaître cette pratique, etc. Et puis tout à l'heure ça a été dit, Christian en est un des témoins, mais le sport c'est essentiel pour pouvoir préserver ses capacités fonctionnelles. Et on sait que quand un corps va bien, généralement la tête va bien. Donc l'idée de promouvoir aussi le sport, c'est très important. Et vous avez Marie-France, qui est la capitaine, qui est plus que la capitaine de l'équipe de France senior, féminine, qui pourrait vous le dire, ce que je viens de vous dire, parce que la dernière fois on a eu une discussion, et elle me disait que depuis qu'elle repratique le sport, elle s'est jamais sentie aussi bien en fait, malgré des petits pépins de santé. Donc c'est plus qu'un message c'est un message aussi pour dire à tout le monde, faites du sport.
si vous aimez pas le sport et que vous aimez la culture, eh ben allez faire du théâtre. Si vous voulez, il y a plein de choses à faire. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans un nouveau monde économique où plus que jamais, effectivement, nos engagements, il faut qu'on les matérialise par des engagements très forts. Donc, je pense qu'on va continuer comme ça, mais qu'il faudra des soutiens financiers. Bon ben voilà, la feuille de route, vous la connaissez, les ambitions, vous les connaissez. Il faut s'aimer maintenant, hein. Il faut en parler, il faut polliniser autour de nous, autour de vous. Et puis, il faut vous aider à trouver d'autres partenaires pour faire aussi bien et même plus. Voilà.